on va dire que c'est bon. C'est sont parti. passés. Oui, Donc merci d'être venu, d'avoir bravé les éléments. Comme je disais à Olivier, on n'a que les meilleurs. On est sûr qu'on a que les meilleurs, les plus robustes. Ce soir, l'ALEPS reçoit Jean-Pierre Chamou, professeur émérite à l'université Paris-Descartes. Il est également président du comité Jean Forastier, qui l'a beaucoup inspiré dans la trilogie qu'il va nous présenter. Et ça fait longtemps qu'il est qu'il connaît le sujet, puisque je crois qu'il a écrit un sujet en 1986 sur les télécoms et la concurrence, la fin des privilèges. Il y a ça aussi. Et une menace sur l'ordinateur, un peu plus tard. En 86 aussi, je crois. Oui, 86. Je crois que tu voulais commencer par présenter les 3 livres. Donc, vous avez d'abord... Il y en a 2 qui sont publiés encore. Enfin, je vais expliquer. L'année dernière, ou plutôt il y a 2 ans, a été publié l'ère du numérique, numéro 1, donc enjeu des données massives. L'année dernière, le livre sur lequel nous avons parlé plus longuement, l'économie revisitée. Et cette année, en fin d'année, si tout va bien, plutôt l'année prochaine, Polisser la société numérique. Je vous remercie d'applaudir pour commencer. On va le faire à la fin. C'est plus sûr à la fin, mais on aime bien le faire au Au début. début, c'est plus sûr. Merci Olivier. Bon, alors, pour faire porter ma voix, je préfère, c'est un exercice classique de théâtre, je préfère me mettre debout et puis ça me permet de voir les gens au fond et d'avoir un dialogue peut-être plus direct avec chacun d'entre vous, bien que nous ne soyons pas très nombreux dans cette salle. Alors, d'abord, merci beaucoup d'être venu à nouveau, je l'ai évoqué tout à l'heure dans cette soirée estivale qui, après tout, c'est pas du tout un dérèglement climatique. Hein. Quand j'avais 10 ans, il y avait déjà des soirées comme ça à Paris, et il y en aura d'autres. Et puis, on sait très bien qu'au début du Moyen-Âge, il faisait beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui, et qu'au moment de la grande période de l'Empire romain, il faisait très chaud, puisqu'on se baladait en réalité à moitié à poil dans Athènes et dans Rome. C'est donc que c'était parfaitement possible, y compris dans les demi-saisons. Donc, il ne fait pas tellement chaud. Et ce qui est important, c'est surtout de se rafraîchir l'esprit avec des idées qui sortent un tout petit peu des lieux communs qui traînent dans beaucoup d'endroits, et en particulier dans les journaux et dans les chaînes de radio et de télévision. Alors, l'ouvrage que Jacques m'a proposé de vous présenter ce soir est né, sa genèse date déjà il y a bientôt 5 ans. J'avais fait à ce moment-là un travail académique avec un groupe de maîtres de conférences sur les sciences de l'information et de la communication, et sur, en particulier, la manière dont les données sur la population, les données sur l'économie, les données sur la géographie, qui représentent aujourd'hui à peu près tout le savoir, que ce soit le savoir biomédical ou le savoir géographique, ils sont représentés par des données. Et ces données sont en très grande partie rassemblées dans un pays comme la France par des organismes publics, comme en matière géographique, par exemple, puisque j'ai un géographe émérite ici. En matière géographique, c'était l'Institut géographique national, et pour la représentation de la mer, le service hydrographique et océanologique de la marine, qui détiennent traditionnellement l'essentiel de la connaissance sur le milieu marin pour la marine et sur la géographie française, les territoires, les anciennes colonies et les territoires d'outre-mer pour l'Institut géographique national dans son détail, et puis les cartes géologiques, enfin tout ce qui représente tout ce qui résume la connaissance géographique, la connaissance économique par l'Institut national de la statistique et des études économiques, qui n'est guère d'ailleurs en France
qu'une direction du ministère des Finances, ce que beaucoup de gens ne savent pas. Ce n'est pas du tout un institut indépendant à caractère académique ou scientifique, c'est une direction générale du ministre de l'Éducation et de l'Économie et des Finances. L'INSEE est une direction générale d'administration centrale. Donc elle est en réalité pilotée par le gouvernement, ce qui explique un certain nombre des bizarreries sur lesquelles je reviendrai plus loin dans mon exposé. Donc j'avais travaillé sur l'accès aux données en France et nous avions constaté que l'accès aux données en France est très peu ouvert et que tous les organismes publics qui détiennent, parce qu'ils ont pu les rassembler avec la dotation d'impôt qui constitue leur dotation budgétaire, ces données qu'ils détiennent, ils les considèrent comme des données qui sont la propriété des institutions et non pas la propriété de la nation. Ce qui fait par exemple, pour prendre un exemple très caractéristique que j'ai vécu quasiment au contentieux dans les années 94-95, face au ministère des Finances et à un Premier ministre, et au service du Premier ministre qui était plus royaliste que le roi. Lorsque Michelin, grand éditeur de cartes, le plus célèbre éditeur de cartes du monde, de cartes routières du monde, lorsque Michelin a voulu passer au numérique, parce que tout était, dans les cartes Michelin, tout était dessiné sur des grandes tables d'architectes. Donc pour pouvoir moderniser cette édition, pour pouvoir l'adapter, il fallait numériser la totalité des fonds de plan. L'INSEE a fait cette normalisation. Et au lieu de partager cette normalisation avec le plus grand éditeur de cartes français, il a voulu les lui vendre. Et quand un service public détermine ses prix de vente, il ne détermine pas un prix de vente concurrentiel. Il pense stupidement, en réalité, que ça va lui permettre d'avoir un plus pour mieux vivre dans l'établissement public ou dans la direction de l'administration centrale. Donc quand le cadastre a des plans et qu'il veut les vendre, il les vend à des prix qui n'ont rien à voir avec des prix de marché. Et quand on va aux États-Unis et qu'on regarde les plus grandes cartographies mondiales, elles sont actuellement aux États-Unis, elles sont en accès libre. Les fonds de plan sur la France sont en accès libre. Les fonds de plan sur les ports français sont en accès libre. Ce qui fait que Garmin, qui est une grande société qui a monté le plus remarquable système de cartographie maritime pour non seulement les cartes des courants, les entrées dans les ports, les dessins des côtes, dans des petites machines qui sont des merveilles du numérique. Lorsque Garmin a fait ça, il a commencé par les États-Unis, les îles Hawaï, les îles Aléoutiennes dans le prolongement de l'Alaska. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé au service qui redistribue les cartes payées par les impôts des Américains aux opérateurs, en particulier aux éditeurs de cartes qui aux États-Unis, ont cette base de cartes gratuitement. Et quand on est allé à l'Institut géographique national, il fallait payer, et très cher. Des prix qui étaient totalement décalés par rapport à ce que représente le fonds de plan dans la fabrication d'une carte et dans sa distribution. Du coup, les fonds aujourd'hui, toutes les cartes marines commerciales, toutes les cartes que vous trouvez sur la France, sur l'Europe, le fonds de plan viennent d'Amérique, parce que l'accès est libre. Du coup, celui qui croyait s'enrichir en vendant un fonds de plan et qui les avait, l'Institut géographique national, est plus pauvre que jamais. Et ça m'a fait réagir, et je me suis dit, il y a quelque chose en France qui ne comprend pas ce qui est en train de se passer avec le numérique, c'est-à-dire la création de très très grandes bases de données dans toute une série de domaines, sur lesquels les services publics mettent la main comme si c'était leur chose, alors qu'ils n'ont pu les avoir que parce qu'ils ont bénéficié de la redistribution des impôts français. Et ça, c'est quelque chose qui m'a hérissé profondément. Donc j'ai fait une sorte de collation de contributions sur 4 grands sujets, les fonds de plan, l'accès aux données du recensement, des recensements de population et des recensements industriels, l'accès aux données de santé, en particulier aux données détenues par les hôpitaux et par les organismes publics de la santé, donc le ministère de la Santé, et puis des données d'une autre nature, d'ordre bibliographique. Et nous avons fait un petit colloque là-dessus,
Et je me suis dit, on va voir comment réagissent les pouvoirs publics. Ils ont très mal réagi. C'était vraiment l'extincteur, hein, surtout ne pas en parler, et nous avons été traités comme des pestiférés. Je le dis comme je. Ça a été publié chez Lavoisier. Il n'y a absolument pas eu moyen d'avoir le moindre débat contradictoire avec aucun des services publics que nous avons pris comme exemple, parce qu'il y avait des chercheurs qui avaient travaillé dessus. Alors, je me suis dit à ce moment-là, il faut quand même faire de la vulgarisation et prendre par un moyen détourné. Comme je me suis beaucoup intéressé à Fourastier, j'ai pris l'exemple de Fourastier et je l'ai décomposé et adapté aujourd'hui. Fourastier a fait découvrir aux Français ce qu'était la croissance, ce qu'était la productivité, et je me suis dit à ma petite échelle, peut-être que je vais pouvoir faire un tout petit peu progresser la connaissance sur ce que le numérique apporte comme transformation de fond dans la connaissance, dans la distribution, d'abord la forme de la connaissance, sa distribution, son exploitation, et derrière son exploitation, les exploitations commerciales qui peuvent être un des éléments de la compétitivité internationale d'une nation traditionnellement développée et industrielle comme la France. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un éditeur, et j'ai finalement trouvé un éditeur dont l'actionnaire est libanais, vivant à Londres. Et cet éditeur s'est installé à Londres. Il a beaucoup de très bons réseaux dans le monde scientifique et technique français. Et il s'est installé à Londres, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en France, il y a une loi qui a été créée par ce crétin de Lang, qui a créé un mécanisme qui est la reproduction des corporations du Moyen-Âge dans le monde de l'édition. Ça s'appelle le prix unique du livre. Et qu'est-ce que ça veut dire le prix unique du livre depuis qu'on fait des livres électroniques? Ça veut dire que le bouquin comme ça, qui est vendu 12 euros ou 20 euros dans une librairie française, ne peut pas être concurrencé prix unique, ne peut pas être concurrencé par un livre électronique. Et après moult discussions, il y a une petite marge. Alors pour la FNAC, qui est en face là, on lui a donné 5% par rapport au prix affiché du livre, au prix unique. Il y a quelques grands réseaux de librairies qui peuvent en tirer parti aussi. Et ces 5%, c'est-à-dire c'est l'épaisseur du papier. Pour le livre électronique, c'est de l'ordre de 20%. Mais en Angleterre, les prix sont libres, comme en Hollande. Et donc un éditeur de livres français qui s'installe à Londres et qui veut vendre des choses relativement de diffusion simple, comme ce bouquin-là, il vaut 27 euros, et sa version électronique est à 9,90 euros. Ça, on peut le faire en Angleterre, on ne peut pas le faire en France. Mais comme, les réseaux sont répartis partout, c'est l'Internet, et deux, la langue de la plupart de ces bouquins la langue maître étant le français, ce sont des Français ou des Canadiens ou des Suisses ou des Belges qui vont l'acheter, et donc on a tout perdu avec ce réflexe protectionniste du prix unique du livre. Il n'y a plus un bouquin publié comme ça qui est vendu en France. Il est vendu en papier, il est vendu par Amazon ou par une librairie en ligne quelconque. Et puis, pour les étudiants qui viennent dans des écoles doctorales comme celle que j'ai animée à plusieurs reprises autour de ce premier et de ce deuxième bouquin dans les 2 dernières années, dans la convocation de l'école doctorale, on leur dit voilà le lien, vous achetez le bouquin à 9,90 et puis on en discute, on est à 15 autour d'une table à Paris 1, dans l'école doctorale d'économie de Paris 1, et on discute du bouquin à partir du bouquin électronique que vous avez tous dans votre ordinateur. Et donc il n'y a pas un sou de revenus pour les éditeurs français. Voilà le résultat de la loi Lang. Et ça, il ne faut pas que ça se reproduise ailleurs. Donc, ce phénomène de rupture des comportements, rupture des techniques, rupture des modes de diffusion, qu'aujourd'hui on a tendance on prend un mot qui est assez bien formé en anglais pour le définir, qui est la disruption, c'est-à-dire la rupture créée par le numérique sur les comportements dans un très très grand nombre de domaines, y compris dans le diagnostic médical. Cette disruption modifie les comportements, et ce qu'il faut aujourd'hui voir, c'est qu'en modifiant les comportements, la plupart de nos grandes institutions sont court-circuitées par ce que le numérique permet. Je l'ai dit pour les cartes tout à l'heure, et c'est exactement la même chose pour l'information économique, c'est la même chose pour l'information boursière,
C'est la même chose pour les services électroniques de presse, le fil des agences de presse dans ces formes numériques. Entre Reuters et l'AFP, et il n'y a pas photo. Et c'est donc, quand il y a quelque chose de vraiment intéressant qui passe sur les fils, eh ben, ça passe sur les fils américains, et ensuite on le repique, et l'AFP le repique pour pouvoir le distribuer aux journaux français. Parce qu'elle a un quasi monopole dans les journaux français. Donc, profonde rupture des techniques, des modes de distribution et des comportements sociaux, et c'est ça que je voulais avoir comme ligne conducteur dans un ouvrage que j'ai appelé l'ère du numérique et dans lequel j'ai décliné sous 3 différentes formes. Dans un premier volume, ce qui est caractéristique de la représentation du monde par des données, que l'on appelle en anglais Big Data et en français données massives. Donc l'enjeu des données massives, de ces données qui sont réparties à travers la planète, accessibles en face à face, en pair à pair, disent les informaticiens ou les spécialistes des réseaux, sur des réseaux qui sont totalement transparents aux frontières. Donc il y a une distribution de cette information et un accès qui est très très ouvert, par Google, par d'autres moyens. Il y a des modes d'usage de cette information et qui permettent de faire, par exemple, des régressions sur des séries de chiffres extrêmement denses, extrêmement touffues, dont un calcul à la main ou même un calcul sur calculette aurait beaucoup de mal à sortir. On peut aujourd'hui, avec les calculettes, les ordinateurs contemporains et les programmes qui vont avec ces ordinateurs, tirer beaucoup d'informations surprenantes, ce que j'appelle, par exemple, pour faire une étude de satisfaction sur des produits ou repérer des besoins très pointus dans une population extrêmement large et extrêmement diversifiée, chercher une aiguille dans une meute de foin, eh bien, c'est une technique de big data, de traitement des données massives, et ce sont ces questions-là que j'aborde en simplifiant, que j'aborde dans le volume 1, qui est ici, qui est celui-là. Alors, ensuite, le deuxième volume est un volume dans lequel j'ai voulu me pencher essentiellement sur la compréhension, la représentation et la signification de l'analyse économique sous l'impact à la fois de la représentation de l'économie dans des fichiers numériques et des modes de recueil de cette information. C'est là-dessus que je vais m'appesantir un tout petit peu dans quelques instants. Et le troisième volume qui, pardon Brice de vous contredire un tout petit peu, mais le troisième volume sur lequel je travaille depuis le mois de décembre dernier et qui me pose un peu des problèmes et d'auteur et de style vu l'évolution des questions, je vais en dire un tout petit mot, ça sera en réalité une analyse des questions de société qui sont posées, qui sont la conséquence de la disruption numérique dans quelques domaines qui sont représentatifs d'une rupture significative. Et alors, parmi ces ruptures, il y a évidemment l'ensemble du schéma de l'analyse biologique, du repérage des anomalies génétiques, des anomalies de comportement, du traitement des médicaments, la préparation de la pharmacopée, etc. Alors, tout ce qui est biomédical est profondément transformé par l'existence de ces données massives qui viennent de partout, qu'on peut croiser de tout, et dont toutes sont à peu près accessibles en libre accès à quiconque peut en tirer parti, beaucoup, mais qui ne sont pas du tout accessibles en France, dans lesquels la France reste un endroit où il y a des silos de données qui sont côte à côte, concurrents les uns avec les autres, financés tous par des financements publics, concurrents les uns des autres, et entre lesquels il y a des incompatibilités techniques voulues pour éviter de perdre la main sur ces données. Et c'est un des thèmes que je traiterai dans le troisième tome. Je traite, c'est déjà écrit ça, parce que je m'en occupe depuis plus de 40 ans, je traite également de tout ce qui est lié à la représentation de la personne humaine à travers des données qui sont censées représenter son corps, son savoir, son histoire, sa position,
ces relations, tout ce qui est, si vous voulez, l'alimentation des réseaux sociaux, qui pose de très grands problèmes. L'un des problèmes principaux étant de savoir si on respecte les données ou si on respecte l'homme, la personne, la femme, la personne. Et moi, je suis personnaliste, et comme personnaliste, je me bats, et je suis assez isolé, je me bats pour que les dispositions d'ordre public que l'on prend autour du numérique ne soient pas des dispositions qui protègent des rentes sur les choses, mais qui soient destinées à reconnaître la personne et surtout à respecter la personne. Parce qu'on peut très bien connaître des tas de choses sur les gens en les respectant. Et ce qui est très grave, c'est quand on réduit une personnalité à un minimum de choses, ce que les comportementalistes américains ont l'habitude de faire, mais réduire l'homme à une équation, c'est vraiment prendre l'homme pour une chose, et ça j'y suis très profondément opposé. Donc c'est un des thèmes qui sera dans la dernière partie de mon troisième volume, sur lequel aujourd'hui j'ai réuni heureusement, grâce à des réseaux internationaux de vieilles amitiés, en Allemagne, essentiellement en Allemagne, aux États-Unis et en Suède, et donc nous sommes en train de préparer une sorte de manifeste qui probablement sera diffusé pour la première fois à l'université de Berkeley, avec un de mes très vieux complices, un ancien ultra-gauchiste, qui est devenu aujourd'hui personnaliste comme moi et avec qui je m'entends très bien. Et donc nous avons travaillé une partie de l'hiver à préparer ce manifeste qui sera en version résumée dans le dernier chapitre du troisième volume de cette trilogie. Voilà d'où vient cette œuvre, qui n'est pas une œuvre personnelle, qui est une œuvre de collectivité d'une trentaine de personnes avec lesquelles j'entretiens des liens d'amitié et surtout de complicité intellectuelle, parce qu'on peut être parfaitement complice sans être vraiment ami au sens stupide de Facebook. Moi je crois en la vraie amitié, mais je crois aussi à la complicité intellectuelle qui est quelque chose de très important pour qu'un groupe d'hommes et de femmes puisse se faire entendre et surtout marquer les idées, marquer les étudiants, marquer les chercheurs, comme d'ailleurs j'ai essayé de le faire hier. Nous avons eu hier une réunion du comité forestier, je vous dis ça, c'est la chronique quotidienne, qui s'est tenue à Toulouse. Avec des économistes de Toulouse. Vous savez qui sont les économistes de Toulouse. L'école d'économie de Toulouse, c'est celle qui est chapeautée par le dernier, peut-être l'ultime prix Nobel français d'économie, qui est Tirole. Et donc, nous sommes, il n'était pas là d'ailleurs, mais nous sommes réunis avec quelques-uns de ses coadjuteurs et amis, et j'ai réussi à tenir quand même 16 heures d'affilée de colloques avec une quinzaine de maîtres de conférences et de doctorants, en rapprochant les intuitions et les travaux de Jean Fourastier de ce que l'on appelle aujourd'hui la stagnation séculaire. C'est le projet la théorie d'une stagnation séculaire qui fait couler beaucoup d'encre dans les manuels et surtout dans les revues économiques et économétriques en Amérique et dans le reste du monde. Je ferme cette parenthèse, mais c'est pour montrer que quand on a réussi à faire un petit groupe soudé par une série d'hypothèses de travail qu'on a en commun et par une volonté conjointe de s'exprimer clairement sur des sujets souvent très, très profondément discutés, et bien on finit par faire un petit trou. Ça dure ce que durent les trous. Hein. Vous connaissez l'histoire du sapeur camembert. Hein. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je creuse un trou pour boucher l'autre. Voilà. Alors, est-ce que j'ai encore 3 minutes pour faire un petit résumé de ce qu'il y a dans les deux bouquins? Ça va? Alors, j'ai dit que donc, le cœur de notre approche, j'en suis l'architecte, mais je n'en suis pas le seul, loin de là. J'écris 1 ou 2 chapitres par bouquin, et il y en a une dizaine. Donc ça vous donne à peu près ce que je... Mais je fais l'architecture, et j'essaie d'être l'inspirateur de ces quelques 1000 pages. Et je l'ai apporté pour vous le montrer, parce qu'on a une édition en anglais aussi, qui est publiée chez Wiley.
Alors, à Londres, pour que vous le voyez, ça c'est l'édition anglaise. C'est pas une traduction, c'est une adaptation que j'ai faite avec un collègue anglais, un linguiste anglais que j'aime beaucoup, qui est à Cambridge. Et donc nous avons fait non pas une traduction, comme on le fait avec Google, Google Translate, oui, mais nous avons fait une réécriture en bon anglais de Cambridge. Et donc là vous avez un texte comme très rarement le sont les textes traduits, parce qu'ils sont faits, la plupart d'entre eux, à partir de ces traducteurs automatiques sur lesquels un réviseur rapide met la main pour corriger un petit peu. Mais là on a vraiment du Oxbridge. Hein. Et donc je tenais beaucoup à ce que ça soit en Oxbridge, alors je l'ai apporté pour vous le montrer. C'est horriblement cher, ça coûte 47 livres. Donc, et le prix du livre électronique en anglais est à l'avenant, alors que là c'est beaucoup plus accessible. Et donc ça, je peux le faire lire par des étudiants en France pour le moment du moment. Alors le volume 1 est une analyse des principales ruptures qu'ont introduit la conservation et le traitement des données massives représentatives du monde d'aujourd'hui. Alors il y a donc plusieurs séries de chapitres. Une première série décrit les ruptures qui a eu lieu dans le traitement des données lui-même. Vous savez peut-être, je ne vais pas entrer dans le détail, certains d'entre vous ont peut-être entendu les exposés très remarquables que Gérard Dréan, qui est un des auteurs qui m'a beaucoup appuyé et apporté énormément pour notamment les traitements de la monnaie, des nouvelles monnaies. Gérard Dréan et quelques-uns de ses camarades polytechniciens m'ont aidé pour pouvoir illustrer le mieux possible ce qu'il y a de novateur dans l'exploitation d'un savoir-faire et d'un esprit mathématique pour traiter de très très gros stocks de données. Ce n'est plus de la statistique, c'est une sorte de dérivé, de mélange entre la statistique et de l'analyse. Enfin bref, il y a beaucoup de mathématiques, et là il y a un chapitre qui est assez long, qui fait une quarantaine de pages, et qui essaie d'illustrer ce qu'il y a de novateur dans l'approche des données. Alors il faut évidemment que cette approche c'est une approche mathématique, mais c'est une approche qui n'est pas seulement une théorie du nombre, mais qui est en même temps une théorie une analyse du contenu des données qui va assez loin dans le détail. Et puis il y a un deuxième aspect auquel on pense beaucoup moins, mais qui est très intéressant, et Dombre, qui est le mathématicien qui m'a fait ce chapitre, qui est un directeur d'études émérite au CNRS, Dombre montre qu'il y a une sorte de résurgence une rénovation de la représentation géométrique qui permet de faire comprendre beaucoup mieux, comme on dit, un petit dessin vaut mieux qu'un long discours. Eh bien, il démontre et il illustre très bien comment la géométrie permet de représenter des choses que l'on a du mal à appréhender, même les grands scientifiques, que je ne suis pas, qu'on a du mal à appréhender autrement que par une représentation, ou du moins bien, avec une représentation mentale abstraite que par une représentation géométrique. Il y a donc là des méthodes dans lesquelles, évidemment, le savoir-faire mathématique est très important, et l'exploitation des mathématiques, donc la mathématique appliquée au traitement des données et à l'extraction de sens des ensembles de données est essentielle. Donc, je répète, des transformations assez profondes sur les procédures, les savoir-faire et l'exploitation de l'esprit mathématique qui permet de retrouver une épine dans une meute de foin, aussi grande soit-elle, par des milliards de données. Alors il donne des exemples sur la reconnaissance d'un astre sur une photographie du ciel en différentes longueurs d'onde, au même endroit, etc. Et il montre, c'est très illustratif, on voit bien
que la reconnaissance d'une étoile qu'on ne connaît pas, ou d'un astre qu'on a cru entrevoir et qu'on ne retrouve pas, c'est à peu près la même chose que de retrouver dans un fichier de personnes qui ont consulté un moteur de recherche pour aller chercher un parfum, il faut retrouver les gens qui s'intéressent au parfum Dupont, au parfum Durand, et ça c'est un tout petit nombre de gens parmi des centaines de millions de consultations par des millions de consultants, et pour les retrouver, eh bien, c'est à peu près la même méthode que de retrouver un astre perdu dans la meute des étoiles dans le ciel, que nous voyons dans le ciel, avec ou en infrarouge, ou en ultraviolet, ou en rayon X. Alors ça, c'est le premier objet de ce premier volume. Un deuxième objet consiste à illustrer la rupture que le numérique a introduit dans les applications des ordinateurs, dans les applications de ces savoir-faire informatiques. Et là, il y a deux exemples qui sont très très illustratifs. L'histoire du Bitcoin, c'est-à-dire de la monnaie numérique créée et entretenue et diffusée et exploitée sur des réseaux, comme j'ai dit tout à l'heure, des réseaux sans centre, des réseaux donc que l'on appelle pair à pair, où chaque nœud du réseau parle avec un autre nœud du réseau, indépendamment des autres, et avec son autonomie d'action et son autonomie de pensée. Donc, il y a il y a deux chapitres pour expliquer ce qu'est le Bitcoin qui correspondent à peu près à ce que, pour ceux d'entre vous qui l'ont écouté, qui sont venus l'écouter, ce que Gérard Bréant a eu l'occasion d'expliquer à deux reprises dans ses conférences, dans cette même place. Donc je n'y reviens pas. Et puis ensuite, ce premier volume se termine par des questions, des interrogations qui sont pendantes, dans lesquelles il y a deux choses qui sont des vrais problèmes de société sur lesquels je reviendrai plus en détail dans le troisième volume. C'est la relation entre l'homme et la machine, et la relation entre la pensée humaine et la mémoire, ou les mécanismes qui sont enregistrés, qui sont des automatismes enregistrés dans les machines. Et ça, c'est ce que, bon, le mot courant aujourd'hui qui traîne partout, c'est intelligence artificielle. Mais qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? C'est pas une intelligence, c'est une capacité de calcul et une capacité de mémorisation, avec, dans la tête des programmeurs qui donnent vie à ces systèmes, des mécanismes récurrents qui permettent de tester les hypothèses, de trouver des corrélations, de trouver des régularités dans des ensembles de données qui, a priori, sont extrêmement touffus et sans signification particulière. Donc, la première question, c'est le rapport de l'homme à la machine, et en particulier, le rapport entre ce qui est stocké et traité par une machine selon les instructions de celui qui l'a programmé, et puis ce que l'homme peut faire des résultats, et par conséquent de l'interprétation intellectuelle et de l'interprétation projective qu'il peut faire de ces données. Donc le substitut ou le complément entre l'homme et la machine, c'est la vraie question sémantique finalement posée par l'intelligence artificielle et par ses limites. Et puis il y a une autre question pendante qui est celui de la multiplication, de la robotisation d'un certain nombre de productions manufacturières ou de productions comme celle des ateliers de logistique, dans lesquels on voit apparaître chez Amazon par exemple des robots qui reconnaissent en fonction des instructions qu'on leur a données et des tables de correspondance qu'on leur a données, qui reconnaissent un paquet particulier à travers la description de son contenu par, ou un élément lisible par lecture optique ou un élément détectable sur une puce dans laquelle il y a les coordonnées et la description du contenu d'un paquet, de son fabricant, de sa dangerosité, enfin de toute une série de choses. Et donc là, on a bien un autre problème de fond
qui est souvent très maltraité ou traité par-dessus la jambe par des gens qui ne rêvent qu'une seule chose, c'est à distribuer de l'angoisse. Mais il y a un vrai problème de transformation de l'homme au travail. Par exemple, dans les ateliers d'Amazon que j'ai déjà cité il y a un instant, aujourd'hui il y a des manœuvres qui manœuvrent un certain nombre de machines, et les machines progressivement prennent le pas. Et les derniers tests qui ont été faits à ma connaissance dans les plateformes logistiques permettent en réalité de remplacer pas mal de manœuvres. Bon, la vraie question, c'est de savoir ce qui se passe pour ceux qui ne peuvent pas continuer à faire ce métier-là, et s'il n'est pas mieux pour eux de leur donner une occasion de monter en gamme, comme on dit pour les automobiles ou pour les téléviseurs, de monter en gamme dans leur capacité personnelle au lieu de les laisser manœuvre pour la vie entière. Alors, je reviendrai là-dessus dans le troisième. Mais la question est posée, enfin, du volume 1. Alors, le deuxième volume, c'est un volume qui porte essentiellement sur l'impact que le numérique a, à notre avis, sur les concepts, sur la nature de l'économie politique. Alors, une première série de contributions qui parle de la transformation des entreprises et parmi les entreprises, des médias. Parce qu'il y a une très très profonde rénovation des médias sous l'effet de ce progrès technique particulier qui permet à peu près à chacun, dans la mesure où il a la capacité et le désir, et il y passe le temps et le savoir-faire nécessaire, on peut faire de la musique, faire du divertissement, faire tout ce que vous trouvez sur les réseaux sociaux pour ceux d'entre vous qui les regardent. Moi je ne regarde jamais, mais j'ai appris dans les livres ce qu'ils font, donc je me fie à ces témoignages de ce qu'on... Ça prend énormément de temps, c'est trop chronophage pour moi, je suis un impatient. Donc et puis je ne veux pas surtout me livrer à cette tradition de se mettre à poil devant les autres pour se faire plaisir parce qu'on on se croit le plus beau au monde. Donc c'est pas du tout mon style de vie, donc je ne vais pas dans les réseaux sociaux. Mais je m'intéresse beaucoup, comme doit le faire un sociologue, je m'intéresse aux gens qui y sont et j'essaie de comprendre, un, ce qu'ils font, et deux, ce qui peut-être les inspire, et là-dessus il y a pas mal de travaux empiriques qui sont intéressants. Donc les médias se transforment et les entreprises se transforment sous l'effet du numérique. Deuxième série de contributions dans ce deuxième volume, on a focalisé sur ce que j'appelle les nouveaux intermédiaires. Alors, il y a de nouveaux intermédiaires dans l'assurance, il y a de nouveaux intermédiaires dans le voyage, il y a de nouveaux intermédiaires dans la distribution, il y a de nouveaux intermédiaires partout. Et les plus spectaculaires de ces nouveaux intermédiaires, ce sont les plateformes, comme pour le commerce en ligne comme Amazon, pour la vente électronique comme Apple, et pour toute une série de services qui débouchent sur du marketing ciblé pour Google ou pour Facebook. Donc on a deux séries de ruptures, des ruptures qui sont liées à ces plateformes et qui sont très profondes et qui ont et ces ruptures, mes auteurs insistent beaucoup dessus, elles sont exactement de même nature pour l'habitant du Japon, pour l'habitant de la terre de feu, et pour l'américain de base ou pour l'anglais de base. Comment dit, la rupture n'est pas, comme ça a été le cas avec l'automobile, hein, lorsque l'automobile s'est répartie aux États-Unis, nous étions depuis la Ford T, les ménages d'ouvriers spécialisés de l'automobile, Ford disait « Je veux que chacun de mes ouvriers puisse acheter une Ford T avec le salaire que je lui verse. » Et ça a diffusé l'automobile aux États-Unis. Nous avons eu, nous, dans les 30 Glorieuses, donc la période d'après-guerre, un phénomène à peu près analogue, qui était une reproduction un peu adaptée, mais une reproduction du phénomène de diffusion de la consommation des objets manufacturés aux États-Unis. Et puis ce que nous voyons aujourd'hui en Chine, c'est la même chose, avec encore 40 ans de décalage.
c'est le même phénomène qui se produit évidemment dans l'esprit du temps, parce que ça inclut un portable alors qu'il n'y en avait pas à l'époque, mais c'était quand même la même évolution des comportements. Et là dans cette transformation, les nouveaux intermédiaires sont une clé. Hein. Quand vous observez un groupe de touristes chinois qui sont au château de Fontainebleau, ou qui sont dans les allées de Versailles, ou qui sont au pied de la Tour Eiffel, vous les voyez, ils font tout, absolument tout, avec leur portable. Hein, tout, absolument tout. Et la plupart d'entre eux sont relativement seniors, parce que pour pouvoir avoir l'autorisation de voyager en Europe, il faut qu'ils aient quand même payé leur écho à la croissance de la société chinoise, et c'est évidemment le commissaire politique qui leur donne l'autorisation de partir, enfin pour simplifier les choses. Donc ces nouveaux intermédiaires ont un effet presque révolutionnaire sur les comportements et sur le mode d'accès aux choses et aux services en Chine, comme en Grèce, comme au Canada, comme en Suède. Et c'est ça qui est très intéressant à repérer. Et le principal chapitre qui est là-dessus est écrit par un de mes jeunes collègues qui s'appelle Grimbach, qui a vécu en Chine assez longtemps. Il vient de passer une année sabbatique au Japon. Il connaît maintenant, il parle un peu le mandarin, il parle un petit peu le japonais. Il est affecté à l'école normale supérieure dans un des laboratoires de Lyon. Comme vous savez, l'ENS a maintenant une forte antenne à Lyon, et c'est là que se trouve Grimbach. Et il a fait un papier qui est un papier de synthèse extrêmement intéressant, très bien construit, et qui démontre finalement le caractère à la fois très générique, propre au genre humain, hein, ces nouveaux intermédiaires sont adaptés au comportement du genre humain d'aujourd'hui. Et ça, c'est quand même et il apporte des preuves, et je trouve que c'est très important, parce que ça veut dire que ça transcende complètement. Si vous prenez un conseiller d'État aujourd'hui, que vous dites qu'est-ce qu'il faut faire face à Google, ou face aux GAFA, comme on dit, donc Google, Apple, Amazon et Facebook, il vous dit, oh, c'est pas difficile, on les taxe, hein, d'abord on les taxe, et puis deux, on leur apporte une régulation. Et on va faire un texte, et puis le Conseil des ministres, Philippe, bon conseiller d'État, il va vous sortir ça, il aura mis 2 jeunes auditeurs pendant une quinzaine de nuits là-dessus, ils vont sortir un papier, ils vont faire une conférence de presse, et puis le problème est réglé. Makash Wally. Hein, le problème n'est pas réglé. Le problème n'est pas réglé parce que, en faisant ça, ils vont faire exactement la même chose que ce que j'ai illustré dans le début de ma causerie, sur le comportement de l'Institut géographique national le jour où les fonds de plan sont devenus numériques. C'est-à-dire que si ils privent Google, Facebook ou d'autres, peut-être bien une licorne française un jour, je ne sais pas, de la liberté qui est nécessaire pour que les plateformes puissent exister sur un marché apatride. Hein, ce n'est pas un marché international, c'est une chalandise qui est apatride. Ces opérateurs-là, ces entrepreneurs-là, n'ont que le monde comme chantier. Et si vous les chassez d'un endroit, ils s'en foutent, parce qu'ils préfèrent gagner, s'ils le peuvent, une province chinoise supplémentaire que de rester en France. Et donc tout le reste, c'est de la littérature. Donc, quand on comprend bien ce que sont les intermédiaires, quand on rapporte ces intermédiaires ce que j'appelle le comportement et les habitudes prises par le genre humain, comme ça a été le cas pour les portables, hein, le jour où j'ai signé pour le gouvernement français la première licence de téléphonie portable, c'était le mois de décembre 1986, sous l'autorité de Gérard Longuet, qui était mon ministre. Quand j'ai signé cette première licence à la SFR, qui existe toujours, donc la filiale à l'époque de la Générale des Eaux, personne ne pensait, même les plus optimistes, chez Ericsson en Suède, personne ne pensait qu'il pourrait y avoir plus d'un Français sur 100 qui, dans les 10 ans suivants, ait un téléphone portable. Ben, on s'est trompé de 3 ordres de grandeur, de 3 zéros. Aujourd'hui, il y a 8 milliards de téléphones dans le monde et 7 milliards d'habitants. Ça vous donne quand même l'extraordinaire transformation qu'a permis le téléphone numérique du piéton.
Eh bien, dans le domaine de l'intermédiation commerciale, services, assurances, banques, etc., c'est la même chose. Et ça, les seuls qui aient compris en Europe que cette disruption, il faut l'accompagner, la comprendre, l'accompagner et s'en faire un ami, eh bien, ce sont les Suisses. Parce qu'aujourd'hui, le jour où Facebook crée sa monnaie internationale fondée sur un panier de satellites, monnaie classique, mais qui peut très bien se détacher de ces monnaies le jour où ça serait éventuellement nécessaire pour continuer à survivre, où Facebook met-elle la fondation de Libra, c'est-à-dire l'association philanthropique. C'est quand même extraordinaire que Facebook démarre une monnaie à partir d'une association philanthropique. Le siège est à Genève, à 150 mètres de chez moi, et le directeur qui s'appelle Marcus est un Genevois, d'une famille genevoise traditionnelle. Il a fait des études de finance, il est parti, il a pris la direction de PayPal aux États-Unis. De PayPal, il est allé ensuite chez Facebook, où il a transformé la messagerie que Facebook avait achetée très cher et qui ne marchait pas, et qu'il avait acheté à Windows. Il a transformé Messenger, et maintenant, on lui donne les rênes de la fondation Libra, qui va créer la première monnaie libre internationale pour 2 milliards d'êtres humains clients de Facebook. Et ça se situe à Genève, c'est pas un hasard. Hein. Et quand vous avez entendu, peut-être ceux d'entre vous qui l'ont entendu et qui s'en souviennent, Gérard Dréan parlait du Bitcoin. Le Bitcoin, le premier endroit en Europe où le Bitcoin a été reconnu comme une monnaie, un signe monétaire qui a un sens et qui peut avoir une utilité, eh ben, c'est dans le canton de Zug, à 40 km de Zurich. Et dans le canton de Zug, aujourd'hui, il y a à peu près 10 000 personnes qui travaillent sur les monnaies de cette nature. Mais comme Zuckerberg est non seulement un entrepreneur génial, mais un très fin politique, qu'est-ce qu'il a fait pour la monnaie, qui est un symbole auquel les États sont bêtement attachés, ce qu'un vrai libéral peut difficilement admettre. La monnaie, c'est quand même autre chose, mais enfin, peu importe. Lorsque Zuckerberg a choisi de localiser le Libra, il ne l'a pas mis en Californie, il ne l'a pas mis à New York, la plus grande place, il ne l'a pas mis à Londres, il l'a mis à Genève. Et il met un Suisse qui est à moitié américain, mais un garçon qui est né, il a 38 ans maintenant, quelque chose comme ça, non 37, 38 ans. Et donc, Monsieur Marcus, qui pour l'instant est encore en Californie, il vient à Genève, il prend un avion tous les 15 jours, et il est en train de monter son équipe, et la Libra sera sur le marché le 20 mars prochain, et je fiche mon billet que ça sera le cas. Donc ça, c'est le numérique. C'est pas une rupture, c'est une rupture considérable. Hein. Et, alors, je ne sais pas si ça marchera, peu importe, c'est pas ça le problème. Mais c'est une rupture. Et même si c'est pas le premier qui marche, ça sera le suivant. Et c'est souvent comme ça avec les innovations. Vous avez quelque chose de nouveau, un nouveau comportement, une nouvelle idée, un nouveau... Bon, le premier qui fait, ça marche pas, puis le deuxième, ça marche. Hein. Control Data, qui était une très grande compagnie américaine, assez innovative dans les années 70, né de la route 128, avec toute une... c'était déjà une génération, maintenant c'est une génération qui est pour l'essentiel patresse, mais c'était une génération très entreprenante. Eh bien, le patron de Control Data s'est pris de passion pour la capacité qu'il voyait dans l'ordinateur de faire une sorte de complément à l'enseignement présentiel. Il y a dépensé pendant 20 ans, tous les bénéfices de Control Data, et il a fini par le conduire à la faillite. Mais derrière, il y en a d'autres qui ont pris. Et qui est-ce qui en bénéficie aujourd'hui? C'est Google. Hein? Parce que les vrais instruments de transmission de connaissances, d'accès à la connaissance, c'est quand même le moteur de recherche de Google, qui est pour l'instant absolument imbattable. Donc, il faut voir ça. Et ce sont des nouvelles perspectives qui s'ouvrent. Et j'en termine avec l'économie politique, que j'ai été un petit peu trop long, pardonnez-moi. J'espère que je ne vous ai pas trop rasé. Le dernier point sur lequel je peux répondre à vos questions, si ça vous intéresse, c'est que dans ce contexte, il faut se demander ce que représentent les indices
à partir desquels est construite toute la représentation de l'économie dans le monde moderne. Alors ces indices, il y en a plein, mais l'indice clé, celui que tout le monde nous ressort depuis les bureaux de la Banque mondiale à Washington jusqu'à gigantesque immeuble, la verrue de la Banque centrale européenne à Francfort, on parle de la production intérieure brute, du PIB ou de gross national product aux États-Unis, des indices de la productivité générale. Donc c'est des indices agglomérés qui sont le produit d'une tradition de comptabilité nationale. Et le point sur lequel je termine, c'est que dans le monde que je viens sur lequel je viens de vous donner quelques perspectives ponctuelles, je fais du pointillisme, je fais du sera. Donc avec les indicateurs que je viens de vous donner, vous pouvez imaginer, sans difficulté j'espère, que dans la représentation, l'observation, l'analyse des phénomènes économiques, des échanges, de la richesse, de sa transmission, de la circulation de la monnaie, tout ce qui a été construit comme une représentation de l'industrie au sein d'un État-nation est mort, n'a plus aucune représentativité réelle. Ça veut dire que les indices sur lesquels se fondent la conjoncture française, la conjoncture américaine, la conjoncture du Brexit, à partir de l'analyse agglomérée du produit intérieur brut britannique, du produit intérieur brut de la communauté européenne, de la zone euro, etc. Tous ces indices, je ne dis pas qu'ils sont des mensonges, mais ils sont tellement loin de la réalité vécue par ceux qui font le monde d'aujourd'hui, qui sont des grandes entreprises, apatrides, donc sans, des entreprises qui ne sont pas fixées au territoire, des entreprises qui ne sont pas, qui n'ont pas une nationalité, mais qui ont un projet d'entreprise et qui sont des entreprises conquérantes. Et pour être ce qu'elles sont, si elles ne sont pas conquérantes, le lendemain du jour de leur création, elles sont mortes. Donc il faut qu'elles aient une ambition conquérante. Et cette ambition est une ambition mondiale. L'ambition de Zuckerberg, c'est de faire que le Libra, le livret Libra sur Facebook, l'espèce de le grand livre des comptes de Facebook, soit valable pour le bédouin du désert jordanien, pour le marchand, ou la marque plutôt, c'est souvent des femmes, la marchande de poissons sur la côte où les lanchas du Sénégal déversent leur cargaison de poissons tous les matins au retour de la marée, au fin fond du pays vaudou du Bénin, où on utilise des vieux billets de CFA, eh bien, l'objectif de Facebook, tel qu'il l'annonce actuellement, c'est que ces gens-là commercent en Libra et de les libérer du caractère prédateur de la transmission de la monnaie occidentale par Western Union vers ces pays. Parce que les économies faites par les ouvriers ivoiriens ou les balayeurs maliens en France, ou par les ouvriers marocains qui travaillent dans des usines belges, ou dans des plateformes de logistique du port d'Anvers, eh bien ces gens-là, quand ils envoient de l'argent par Western Union, c'est des petites sommes, et sur ces petites sommes, il y a souvent 20 ou 25% de commissions pompées par Western Union. Et Western Union sait très bien, d'après mes renseignements, alors ça c'est mes palpeurs dans le monde de la finance internationale qui me le disent, et j'ai tendance à les croire, Western Union a beaucoup de soucis à se faire, parce que si le Libra marche, il n'y a plus, les boutiques de Western Union n'ont plus rien à faire. Déjà le Bitcoin a pompé, alors pour des transferts d'une nature différente, aujourd'hui, au Venezuela, si vous voulez acheter des médicaments, il faut les payer en Bitcoin, ou en quelque chose d'équivalent en Bitcoin. Parce que le bolivar n'a plus d'existence, la monnaie américaine n'a pas le droit de circuler, et si on vous prend avec des dollars, on vous fout en taule tout de suite. Hein. Donc le seul moyen que vous avez, c'est d'avoir dans une clé USB dans votre poche, dans laquelle vous avez 1 ou 2 bitcoins, ou 1 centième de bitcoin, peu importe,
et avec ça, vous pouvez acheter des médicaments que vous commandez à Miami, et le prochain voyageur arrive avec un tube de médicaments et te le donne, et puis c'est terminé. Et cette économie, forcément au noir, ça peut pas, avec une dictature pareille, qui est en plus en voie de décomposition organique, avec une dictature pareille, on ne peut pas faire autrement que le vrai marché, c'est le marché noir dans ces cas-là. Et la monnaie de ce marché, ça pourrait être Western Union, pas au Venezuela actuel. Donc qu'est-ce que c'est? C'est le Bitcoin. Et donc la Libra, ça peut devenir le CFA mondial de demain. Et c'est sur ces mots que je vous remercie de votre attention. Alors je vais poser la première question et puis vous pouvez préparer les vôtres pour la suite. Ça c'est perturbant. Plus que le Bitcoin. Je pense que dans votre propos là, vous avez, pas dans le livre, mais dans votre propos, vous avez mis des lunettes roses en mettant en parlant du Libra, des GAFA et comme étant source de beaucoup de progrès. Et c'est certainement source de beaucoup de progrès, mais pour vous dire à l'actualité, on a les Hongkongais qui ont fait attention quand ils sont allés à la manifestation contre le gouvernement chinois, d'acheter leurs tickets de métro en cash, alors que d'habitude ils achetaient tout avec leurs applications, avec des moyens de paiement totalement tracés. Et donc, levez-vous, oui, parce que avec le bruit ambiant, si on veut respirer, c'est un peu difficile. J'espère que vous m'avez entendu correctement. Oui. Très bien. Oui, je parlais de ce qui se passe à Hong Kong en ce moment où les gens achètent leurs tickets de métro en cash plutôt que par les moyens habituels parce qu'ils ne veulent pas être vus comme ayant participé aux manifestations. Et donc ma question c'est, donc quand on voit d'un côté la surveillance qui monte par ces bases de données gigantesques qui enregistrent les faits et gestes de chacun, financièrement notamment. Là, vous avez mélangé le Libra, enfin pas mélangé, mais vous avez parlé du Libra et du Bitcoin. Vous avez dit que les deux étaient porteurs de beaucoup de progrès, alors que le Libra est plutôt centralisé comme approche, alors que le Bitcoin est plutôt anonyme et décentralisé. Justement, est-ce qu'il n'y a pas en fait deux mouvements, un mouvement de surveillance, centralisateur, qui peut avoir des intérêts, naturellement, les gens y trouvent leur compte, c'est pour ça qu'ils utilisent ces services, mais aussi qui sont inquiétants, et c'est pour ça qu'on a des alternatives. Donc là, on a le Bitcoin, mais on a aussi tout le mouvement de l'open source, Linux, Firefox, plutôt que Chrome, qui récupère vos informations de navigation et qui les donne à Google. Comment est-ce que vous voyez cette dualité au sein d'un mouvement au sein de cette révolution des communications? C'est un monde orwellien. Oui, madame. Et c'est pour ça que je vous ai fait mon petit couplet tout à l'heure sur le fait que ce qui est important, c'est de respecter la personne humaine et non pas de protéger les données qu'il représente. Et c'est pas, philosophiquement, il y a un monde entre les deux. Et ce que je regrette beaucoup, c'est que par facilité, comme toujours, l'homme politique qui aime bien se faire admettre comme un protecteur, promet de protéger, parce que ça coûte pas cher, et que c'est les autres qui payent. Mais une vraie société consciente, on pourrait d'ailleurs dire à peu près la même chose sur les histoires de PMA et gestation pour autrui. Mais c'est pas le sujet ici. Mais en fait, il y a quand même un phénomène extrêmement grave autour du numérique, c'est que on nous présente l'objet représentatif des personnes que nous sommes en disant on va protéger cet objet. Et on protège cet objet en nous prenant, en faisant comme si notre personne n'était qu'un consommateur. Autrement dit, si nous n'avions qu'un comportement hédoniste.
Et ça, c'est une réduction de la personne humaine à son aspect extérieur ou à sa représentation, qui est tout à fait désolante et qui nous conduit tout droit, je vous le dis comme je le pense, et je l'ai écrit pour le 3e volume, qui nous conduit directement à cette situation extrême, alors orwellienne ou du meilleur des mondes, peu importe, mais c'est la même idée, qui nous conduit tout directement à une société strictement du paraître, et dans lequel les individus que nous sommes ne sont plus que des bœufs dans un troupeau. Et donc on s'intéresse à leur couleur, on s'intéresse à ceci, on a besoin des... Je suis heureux d'être un bêta, dit le gars qui a été classé dans la catégorie bêta, c'est-à-dire les cadres intermédiaires. Je suis heureux d'être un alpha parce que je domine le monde, et puis même le gamma, il est très heureux d'être un gamma. Et puis le jour où on n'a plus besoin du gamma, on le fait disparaître. Hein. Et où est-ce qu'on le fait disparaître? Dans le trou de mémoire. Eh bien, ce que veulent une partie des hommes politiques qui se pensent aujourd'hui, et c'était déjà le cas en 1970, parce que moi je suis sur ce sujet depuis exactement le mois de décembre 1972. Donc je sais pas, c'est pas d'aujourd'hui que je le découvre. Et donc, ce qu'on nous propose, c'est de mettre des filtres sur un certain nombre d'informations qui, pour quelles raisons, on ne sait pas, sont considérées comme des informations classifiées. Hein. Alors, je vous signale par exemple qu'en France, on n'a pas le droit dans un fichier de mettre la religion de quelqu'un. Aux États-Unis, la religion, elle est déclarée sur votre carte d'identité. Bon. En France, on n'a pas le droit de s'annoncer comme membre d'une société philanthropique quelconque. C'est-à-dire, on n'a pas le droit d'enregistrer quelqu'un qui se déclare lui-même franc-maçon. Quand vous allez dans les sororités ou dans les fraternités de tous les campus américains, ce que moi j'ai fait depuis l'âge de 18 ans jusqu'à une période encore récente où j'ai beaucoup d'amis qui sont dans ces réseaux-là, eh bien vous savez très bien qu'il y a les sororités qui sont juives, qu'il y a les presbytériens, les quakers, et que tout ça est quand même, comme toute la société américaine, très profondément inspiré par la tradition maçonne. Hein, s'il y a l'œil et le triangle sur le dollar, c'est pas un hasard. C'est marqué « In God we trust », c'est parce que nous avons confiance en Dieu, parce que nous sommes bien dans une société de maçonne, de la tradition maçonne que nous connaissions avec le régent en France. Hein. Donc il y a la tradition écossaise. Donc il y a des choses qui sont aujourd'hui considérées en France comme ne pouvant pas être associées à une personne, devant dissocier une personne, et qui ailleurs le sont. Donc vérité ici, de ce côté des Pyrénées, erreur de là peut-être, mais ça veut bien dire, c'est une illustration parfaite du fait que quand on parle de protection des données, on veut protéger des choses qui correspondent à une image que l'on se fait de l'individu. Et on ne s'intéresse absolument pas, on n'a aucun respect particulier pour la personne humaine comme personne. C'est-à-dire comme un concept abstrait de personne. Et la personne, c'est la seule chose qui compte. Pourquoi respecte-t-on le testament du Decujus? Parce qu'on respecte sa personne au-delà de la mort. C'est donc pas son corps qui compte. Mais ce qui compte, c'est son existence comme être unique et irremplaçable. Et si on n'a pas cette idée, si on ne protège pas cette idée, alors c'est pas la peine de faire la protection des données. Parce que les gens se foutent à poil devant leur caméra à Facebook, et donc leur corps, ils s'en foutent de l'exhiber. Ils sont tous exhibitionnistes à un moment ou à un autre. Donc le problème n'est pas celui de la protection des données. Le problème est celui de savoir si, dans son approche des masses humaines à qui il va vendre le Libra, Zuckerberg on ne s'intéresse pas aux croyances religieuses des gens qui vont prendre le Libra et commercer avec. S'il s'y intéresse, ce qui est probable, parce qu'il est américain et qu'il est juif, il est probable qu'il peut prendre ça en considération, mais les conseillers d'État français le refusent. C'est interdit par la loi en France d'associer une croyance, une religion, un attachement philosophique à une personne. C'est interdit. On n'a pas le droit de savoir s'ils sont blancs ou noirs. C'est quand même extraordinaire.
Ils le font, hein. Hein? Eux se le permettent. Qui? L'administration. Ben, je sais pas, mais en tout cas, moi, je peux vous dire que si vous voulez faire un fichier personnel dans lequel vous mettez quelqu'un qui est blanc ou noir, eh ben vous allez au tribunal. Hein. Et c'est du pénal pour un chef d'entreprise. Il existe des statistiques dénoncées avec la religion. Ben, il en existe peut-être, mais elles sont illégales. Ça, je vous le garantis. Elles existent quand même. Bon, ben, si elles existent, peut-être, mais ce n'est pas le sujet. Moi, je vous dis que la loi en France interdit ça. Et depuis la loi informatique et liberté qui a été promulguée le 6 janvier 1978, et dont je suis un des auteurs, pas un auteur, un des quelques vingtaine ou trentaine d'auteurs, j'en ai écrit des morceaux, j'ai passé 3 ans de ma vie à préparer cette loi. Donc, enfin, à préparer. Et le Conseil d'État de l'époque, et le président Tricot, qui a été le président de la Commission informatique et liberté 2 ans avant, nommé par Giscard d'Estaing, pour réfléchir à ce que représentait aux menaces que l'informatique pouvait représenter pour la personne humaine, c'était la personne humaine qui était au cœur. Et ça a été perdu dans les méandres de la transformation des lois informatiques et liberté par la moulinette de Bruxelles. Mais bien sûr, c'est la moulinette de Bruxelles qui l'a fait disparaître. Comment ? En matière de santé, ils ont. Très fort. C'est plutôt Oui. la santé qui nous concerne avec les données de santé. Et on s'est posé la question à maintes reprises avec d'autres personnes de savoir comment on pouvait protéger et anonymiser ces données de santé. Et on s'est aperçu qu'aux États-Unis, vous aviez ce qu'ils appellent le concept du Blue Button, à savoir que chacun est propriétaire de ces données et autorise ou non une personne de son choix à disposer des données de santé. Est-ce qu'il ne serait pas possible, à défaut de... Je vais revenir à ça, mais... Parce que c'est quand même une solution qui permet, à défaut de respecter la personne humaine, ce qui est... Non, c'est respecter les données de la personne, les données représentatives de la personne. C'est pas le même problème. Oui, mais... Pas le même problème. Moi, je dis que la première chose, c'est qu'on ne respecte pas des données. On gère des données. Oui. On respecte une personne, on ne respecte pas un chien, mais on respecte une personne. Et donc, la notion de respect, c'est un élément absolument clé du droit en cette matière. Et je me battrai jusqu'à la mort pour le faire admettre. Parce que c'est quelque chose qui est profondément philosophique. Vous ne pouvez pas avoir une société respectant la personne humaine si le droit ne la respecte pas, si le droit ne met pas cette norme au-dessus des autres. C'est une norme qui n'est pas une norme secondaire, c'est une norme principale. Tandis que le respect des données, le respect de mon image, par exemple, dans une photographie de presse, c'est quelque chose qui est monnayable, c'est quelque chose qui est matériel, ce n'est pas ma personne. Mon image n'est pas ma personne. Ma personne, elle est dans mon esprit, elle est dans mon histoire, elle est dans ma famille, elle est dans ma généalogie, elle est aussi en moi comme un individu pensant et s'exprimant devant vous aujourd'hui. Et ça, on ne m'ôtera pas de l'idée que ce n'est pas des données. Un individu unique. Mais évidemment. Regardez tout ce qui a été fait avec le génome. Le génome, c'est extraordinaire. C'est une démonstration parfaite du fait qu'il n'y a pas 2 individus semblables. Et plus on creuse, et plus on trouve de différences, et plus on va fin dans la structure de la matière, plus on trouve de nouvelles finesses dans le détail. Et c'est la même chose avec la génomique. Donc, il y a quand même un élément fondamental. C'est la personne qui doit être la cible principale du respect, pas de la protection, du respect. Si on est un individu majeur, on se protège soi-même. Ce sont les enfants mineurs que l'on protège, et c'est les parents qui les protègent. Mais par contre, dans une société majeure, l'homme doit s'assumer, et c'est un principe libéral, il doit s'assumer, et en même temps qu'il s'assume, il doit exiger qu'on le respecte. Et si on ne le respecte pas, on n'est plus chez nous, on est en Chine. Et là, j'ai la réponse à la question de Brice. Parce que Brice, oui, je ne vous oublie pas, monsieur. Brice, ce qui s'est passé à Hong Kong, que j'ai examiné comme vous avec les récits de presse qu'on en obtient, parce que ce sont quand même des indications indirectes, mais c'est très intéressant. Et c'est surtout intéressant que ça se passe dans un pays qui a été britannique. Parce que des Chinois qui n'ont pas été passés au moule britannique n'auraient jamais réagi comme ça. Et ce qui se passe en Chine, ce qui se passe à Hong Kong, pardon,
c'est le stéréotype de ce à quoi je pense. C'est-à-dire que ces jeunes gens, car c'est l'ensemble des 2 millions ou 2,5 millions de gens qui sont descendus dans la rue régulièrement, avec des parapluies, sous la pluie, tous ces gens-là, c'est le même type de personnage que ceux qui se sont fait écraser par les chars à Tiananmen. Alors ceux qui sont allés à Tiananmen, ils ont eu un espoir de libération. Ils sont mus par une pulsion, mais pas par une philosophie. Du moins à mon sens. Tandis que ce qui est très intéressant à Hong Kong, c'est que Hong Kong est une extraordinaire synthèse entre une vitalité, une histoire orientale et une acculturation au personnalisme hérité des Anglais. Et vous trouvez la même chose d'ailleurs aux Indes. Parce que la société indienne, qui est très diverse, qui est très vivante, elle a retenu de son ancien colonisateur quelque chose qui n'était pas très profond, mais qui est devenu un élément essentiel à mon avis, de la démocratie indienne, qui est que l'homme s'assume. Hein. Les hommes politiques il y a beaucoup de corruption, etc., tout ce qu'on connaît, et qui est lié à une démocratie vivante. L'Inde, aujourd'hui, c'est la fronde à l'époque de Louis XIII. C'est-à-dire, c'est un pays fort, qui croit en lui, qui est en train de monter en puissance, qui se développe intellectuellement, qui se développe industriellement, qui se développe politiquement. Et ils ont, pour les aider dans ce développement, appris beaucoup du personnalisme que leur a apporté les Britanniques. Et alors, la différence entre les pauvres garçons et filles qui se sont fait écraser à la place Tiananmen, qui est gigantesque, hein, il faut imaginer cette place avec les chars, c'est une vision de l'enfer. Hein. Ceux-là, ils avaient la pulsion de la liberté, ce qui est très naturel, ça veut dire que ce sont des hommes comme les autres. Donc de ce point de vue-là, ce sont bien des êtres humains. Mais leur histoire personnelle, leur philosophie personnelle, qui est quand même une philosophie qui a été complètement rendue matérielle, enfin, ils sont devenus matérialistes à cause de leur imprégnation de 70 ans de communisme à la chinoise, avec en plus la menace constante de la sanction, de la prison, des camps de travail, etc. Alors quand vous avez été formé pour à peu près 5-6 générations déformées par ça, eh bien, pour en sortir, il faut un certain temps. Eh bien, à Hong Kong, ça n'a jamais été le cas. Et les gens qui sont à Hong Kong, j'en ai connu beaucoup, des intellectuels absolument remarquables, ils ont le meilleur de la Chine et le meilleur de l'Occident. Et c'est eux qui les... Et pourquoi ils font attention ? Parce qu'ils ont pris conscience que ce que veut le gouvernement chinois, c'est les mettre au secret. Et pour les mettre au secret, il faut pouvoir les ficher. Et pour les ficher, il faut avoir il y a tout autour de toutes les rues de Hong Kong, comme dans toutes les villes chinoises, il y a des caméras. Il y a derrière les caméras comment dit-on, des algorithmes de reconnaissance faciale qui font beaucoup d'erreurs. Hein, parce qu'on nous dit que ça permet de reconnaître, mais on ne nous dit pas combien, parmi ceux qui sont prétendus, que la police prétend avoir reconnu, combien il y a eu d'erreurs. Or, la reconnaissance faciale américaine a prouvé que c'est moins vrai pour l'empreinte digitale. Mais la reconnaissance faciale, il peut y avoir il y a peut-être 15 ou 20% d'erreurs. Ça veut dire que sur 100 personnes que l'on arrête, il y en a peut-être 15 qui n'étaient pas les personnes qu'on prétend. C'est ça qu'il faut voir. Hein. Alors, ils le savent à Hong Kong, ils le savent. Et donc, pour éviter, ils mettent un foulard sur les yeux, ils mettent des lunettes noires, ils se mettent des bandes, ils se masquent en quelque sorte. Hein. Et d'ailleurs, la police leur a interdit de se masquer, mais ils continuent à se masquer. Pourquoi ils avaient des parapluies ? Pour se cacher. Pas seulement de la pluie, mais pour se cacher des caméras. Et donc, ils se défendent avec des moyens intellectuels et un sens du risque qu'ils ont, qui est un héritage de l'individualisme occidental. Jamais une foule de Shenzhen se comporterait comme ça. Et c'est ça qui est très intéressant, de comprendre qu'il y a au cœur de la Chine, le seul vrai foyer d'ouverture de la Chine sur le monde extérieur, c'est Hong Kong. C'est pas Shanghai, hein, c'est Hong Kong. Et donc, si jamais on met Hong Kong au pas, vous aurez certainement, à mon avis, 2 millions de gens qui disparaissent
du jour au lendemain qu'ils vont ailleurs, ils vont à Singapour, ils vont en Angleterre, etc. Ils peuvent aller en Angleterre. Hein. Jusque pendant les 50 ans de la post-concession, ils sont admis comme sujets britanniques. Ils sont potentiellement sujets britanniques. Et s'ils sont réfugiés, ils seront traités comme des sujets britanniques. Et ils enrichiront le post-Brexit. Hein. Donc, la suppression d'Hong Kong, ça peut nous conduire à avoir, d'une certaine façon, une façon pour, alors sera-t-il travailliste, sera-t-il conservateur, je ne sais pas, ou d'un tiers parti, il est possible que la résurgence de la Grande-Bretagne se fasse avec des Chinois de Hong Kong, mais ça voudra dire que en Chine, l'Occident aura définitivement perdu la partie. Il reste un quart d'heure pour très peu de questions, donc... Juste pour prolonger ce que vient de dire le professeur Chamou, cela fait penser à ce qu'a écrit Philippe Nemo au Qu'est-ce que l'Occident ? Exactement. Alors, c'est-à-dire que ça montre que les valeurs de l'Occident se sont diffusées dans le monde, et donc là, on a un exemple concret avec Hong Kong. Oui, mais aussi avec... C'est un livre qui est paru il y a 15 ans. Qu'est-ce que l'Occident ? C'est un des plus beaux petits... C'est un petit opuscule, très court, qui doit faire 130 ou 140 pages, mais qui est d'une densité de savoir et d'intelligence rare. Qui est membre du conseil d'administration d'ailleurs de l'AMUS. Et en l'occurrence, il veut résumer dans Qu'est-ce que l'Occident, sa grande histoire des idées politiques. Et il dit finalement oui, qu'il y a 5 éléments qu'il faut qui fait 4000 pages. Voilà, c'est ça, oui. Donc voilà, il dit qu'il passe de 6000 pages, de 3000 pages. On a un quart d'heure pour de brèves questions avec de brèves réponses, peut-être. Philippe Cambourakis d'abord, ensuite monsieur, je crois. J'ai pas compris tout à l'heure. Plus fort, s'il vous plaît. Non, mais je Sur comprends. le premier tome, quand vous avez parlé des hommes qu'ils allaient passer, qu'ils allaient changer de travail, qu'il fallait leur la plus-value, il y a une phrase que j'ai pas compris à la fin. Bon, je me suis mal exprimé sûrement, pardon. Que les hommes devaient changer ou... Non, la mécanisation a transformé une partie du travail manufacturier. Eh bien, de la même façon, la robotisation numérique, j'ai pris comme exemple les ateliers logistiques d'Amazon. Les ateliers logistiques d'Amazon sont aujourd'hui, ils fonctionnent sur la base d'un personnel très peu, enfin, on le forme, mais assez peu qualifié. Ce sont des manœuvres qui manœuvrent des petits chariots, qui vont chercher des cartons, puis qui les mettent dans des chariots qu'on emmène ensuite vers un avion pour vous livrer un bouquin, un soutien-gorge, une télévision, enfin tout ce qu'on peut acheter sur Amazon. Eh bien, la gestion d'Amazon est programmée progressivement pour abandonner ce type de main-d'œuvre et les remplacer par des automates, qui sont des automates numériques. Et l'un des instruments qui permet de faire cette automatisation, c'est de mettre sur chaque objet du catalogue d'Amazon une puce électronique qui comporte la description, le prix, la provenance, enfin, tout ce qu'il faut pour que cette pièce soit traçable. Et au moment où on va l'envoyer à quelqu'un, la puce l'accompagne et porte les éléments nécessaires à son routage, qui peut être entièrement automatisé jusqu'au conteneur qui va dans l'avion. Et alors donc, il y a les gens qui sont aujourd'hui, qui sont peut-être des anciens ouvriers de Détroit, qui ont été déclassés dans l'automobile et qui retrouvent un job comme ça, ces gens-là sont d'une main-d'œuvre de transition qui ne va pas durer. Et donc, il y a un vrai problème dans l'organisation du travail, dans les ateliers automobiles. Entre 1960 et aujourd'hui, il y a eu des considérables transformations, mais ça s'est fait sur 30 ans. Tandis que pour Amazon, ça va se faire sur 2 ou 3 ans. Et donc, il y a un vrai problème de conversion de cette main-d'œuvre, et il faut leur donner un espoir. Et c'est un vrai problème politique. C'est pas Pardon ? Non, pas de dialogue. Ah oui, le monsieur est parti. Bon, enfin, est-ce qu'il y a d'autres questions ou, alors, monsieur Montenay. Oui, alors j'ai deux questions, une qui est claire et une qui Plus est pas fort, claire. s'il vous plaît. Celle qui est claire, elle est très simple. Je rapproche deux de vos propos. Premièrement, d'éventuelle stagnation séculaire. Deuxièmement, l'imperfection du PNB. Réponse possible, est-ce que c'est pas tout simplement qu'il n'y a pas de stagnation, mais que c'est le PNB qui est matriculé? Première question, donc simple. Deuxième question, plus compliquée. Je peux répondre à celle-ci. Oui, alors réponse si vous l'avez. Mon intuition et les travaux que j'ai pu consulter encore à Toulouse dans la journée d'hier, ça a été la moitié du débat.
il est très probable que même aux États-Unis, qui pourtant sont plus adaptatifs dans leurs indices que la France ou que l'Allemagne, il est très probable que le produit national brut est une déformation systématique, enfin, comporte des biais systématiques qui font que ce qu'on appelle la création de valeur ou la richesse dans un pays comme la France n'est pas situé au bon endroit et pas valorisé comme il le faut. Donc la réponse est, il faut changer la nature de la mesure et la métrique qui accompagne cette mesure, et il faut l'inscrire dans une perspective essentiellement apatride. Donc l'État-nation n'a plus rien à voir avec la métrique de l'économie. C'est ma conclusion simple, c'est ça. Hein. Alors, c'est pas facile à faire, et je mets un degré de difficulté supplémentaire, c'est que dans ce contexte, il est invraisemblable que l'on confie à un service public du ministère des Finances l'enregistrement de ces données. Parce que forcément, il a un biais politique, car son directeur général est nommé par le ministre et en conseil des ministres, car tous les sous-directeurs et directeurs sont nommés également par un processus politique. Et donc, dans un contexte comme ça, il y aura toujours la crainte de la rétorsion politique. Donc il faut qu'il y ait, à mon avis, dans le monde, de grands instituts de conjoncture qui fassent ce que l'INSEE ne peut pas faire, parce que l'économie n'est pas à la dimension de territoire de l'Hexagone, elle est à la dimension du globe. Et donc il faut l'observer avec une vision globale. Voilà. Deuxième partie de votre question, peut-être. Pardon. Et oui, mais ça va plus loin, votre remarque. Dans le sens classique chez les libéraux, c'est que la macroéconomie ne veut pas dire grand-chose. C'est une réflexion classique des libéraux. Alors ma deuxième question, elle n'est pas précise, elle n'est pas claire dans mon esprit. Les données, c'est précieux, ça n'a pas de raison d'être protégé parce que ce sont des objets. Et par ailleurs, on en a besoin parce que si une partie des données disparaissent pour telle ou telle raison administrative, l'ensemble sera moins efficace. Et d'un autre côté, on va respecter la personne. Alors matériellement ou intellectuellement, comment on fait? On anonymise des données? Qu'est-ce qu'on peut faire pour sauvegarder ces deux questions contradictoires? Alors, ça revient à ce que vous disiez, madame, tout à l'heure, et ça va me permettre de vous donner des éléments de réflexion. Je ne prétends pas avoir une solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle. Il faut expérimenter pour trouver. Alors, les données. D'abord, il faut partir de l'idée que la photographie qu'on prend de moi, dans une foule ou dans la rue, que mon nom patronymique, que le numéro de ma carte d'identité, ce sont des signes qui ne représentent rien de ma personne. C'est un identifiant. C'est pas ma personne, c'est un identifiant. Pourquoi est-ce qu'on a cristallisé aussi lourdement sur le numéro national de français en 1971 ? Parce que le numéro, qui a été d'ailleurs généralisé, maintenant plus personne ne pense à ça, c'était le projet Safari de l'Institut national de la statistique. On avait cristallisé là-dessus parce qu'on a confondu le numéro national de français avec ma personne. Le numéro national de français, c'est un outil. Ma plaque minéralogique, c'est un outil. Alors, on veut avoir, pour des raisons de police, hein, madame, c'est exactement comme pour des raisons de santé publique, on veut pister si oui ou non un gosse a eu le vaccin de la variole. Voilà, on est dans des comportements qui sont des comportements d'une société organisée, dans lesquels la prévention des grandes endémies, par exemple, est un moyen d'augmenter la durée de vie et d'améliorer le bien-être d'une population. Donc, dans un contexte comme celui-là, les données qui sont utiles pour vous, en tant qu'individu, quand vous allez aux urgences et vous vous présentez, non seulement pour faire valoir vos droits de couverture sociale, mais aussi pour vous faire reconnaître en quelque sorte un peu votre histoire biologique ou votre histoire accidentelle. Les accidents que vous avez eus ou les maladies que vous avez eues. Donc, ces éléments-là, qu'on n'ait pas envie de les faire traîner dans la rue, je suis d'accord. Et qu'on demande le consentement de la personne, vous savez qu'en France, ça a été interdit. Parce que au moment où la loi informatique et liberté est entrée en fonction,
et on a commencé à décliner les règles posées par cette loi qui est totalement abandonnée. Depuis la directive européenne, toutes les lois informatiques et liberté sont passées à la trappe. Hein. Donc, je parle de l'histoire. Eh bien, dans cette période-là, il y a eu de brillants conseillers d'État, conseillers à la Cour de cassation, conseillers à la Cour des comptes, et puis un ou deux sénateurs. Et le député, il ne venait pas. C'était Madelin à l'époque, le député qui siégeait à la Commission informatique et liberté au début. Mais le sénateur Thiraud du Loir-et-Cher, qui était président de la commission, républicain social de la Troisième République. Il s'est beaucoup occupé de faire venir et de consulter le Conseil de l'Ordre des médecins. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, les médecins? Ils ont dit « Oh, mais il n'est pas question que le dossier médical soit accessible à la personne. Vous voyez comment on me respecte? On respecte le médecin qui vous traite. Et on vous dit « Ah, il y a un droit d'accès dans la loi. Oui, mais par exception, parce que les médecins ne sont pas des individus comme les autres et qu'ils ont des droits pas comme les autres, le médecin sait ce qui est bon pour vous. Et c'est donc le médecin qui aura accès à votre dossier de sécurité sociale, à votre dossier hospitalier, et pas vous. Et c'est votre médecin qui décidera, ou votre groupe de médecins traitants, qui va décider à l'hôpital, mais c'est madame, c'est la vérité, c'est les faits. Si, c'est les faits. Non, c'est les faits. C'est les faits. L'accès au dossier médical doit passer, c'est une décision de la Commission informatique et liberté qui a été prise en 1979, je n'ai plus la date en tête exacte, mais je peux vous dire que l'accès, et même dans sa subtilité, l'administration française a trouvé des noms de baptême, c'est un accès personnel indirect. Et c'est la même chose, c'est exactement la même chose pour l'accès au casier judiciaire. Seule une décision d'un organisme judiciaire, d'un juge du siège ou d'un préposé assermenté, vous permet d'aller. Et vous n'avez jamais eu l'accès, sauf en cas de réquisition judiciaire passant par le ministère d'un avocat avec l'accord du juge administratif, vous ne pouvez pas accéder à votre casier judiciaire. Il faut. Eh oui! Parce qu'il y a des classifications dans le casier judiciaire. Il y a des choses que seul le président des assises ou le juge des assises peut voir. Donc, nous avons déjà dans l'administration française ces stratifications qui sont corporatistes. Mais on a droit aux données de santé. Non, aux données de santé, vous devez passer par le médecin traitant. Et ce sont les clients et les patients qui le remplissent eux-mêmes. Donc, attendez. Ce que vous remplissez à l'hôpital quand vous entrez, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais le dossier de santé, celui dans lequel il y a la notation du chirurgien qui vous a opéré, du gynécologue ou de l'obstétricien qui vous a accouché, tout ça, c'est un dossier médical de l'hôpital auquel vous ne pouvez accéder que par l'intermédiaire des médecins traitants. Et c'est, madame, alors là-dessus, je suis blanc-bleu. Et malheureusement, c'est absolument contraire à tout ce que je vous ai dit sur le respect de la personne. Parce que si on me prend comme une personne majeure, je dois savoir ce qu'on dit de moi. Alors, en matière de législation de presse, j'ai ce droit. Pour pouvoir justement prétendre à me faire respecter, par exemple, pour éviter que l'on dise de moi des choses inexactes, c'est-à-dire que l'on médise dans mon dos. Et en plus qu'on divulgue des fausses informations à mon sujet. Donc là j'ai le droit. Mais en réalité, vous n'exercez ce droit que par le ministère d'un intermédiaire qui est votre avocat. Eh bien, avec votre avocat, vous regardez, il ne le garde pas pour lui. Mais le médecin, le chirurgien, l'interne des urgences, les notes qu'il met dans votre dossier médical, vous n'y avez pas accès. Et ça, c'est pas vrai en Amérique. C'est pas vrai en Amérique. Le citoyen est plus respecté en Amérique qu'en France. En France, nous sommes sous la protection de la loi. Alors que les Américains font la loi. Et... Non, pas de dialogue. Je ne peux pas. Non. Ouais. Mais on peut parler quelques instants. Oui, si vous voulez. bien sûr. Voilà. Jacques, vous voulez dire ? Un grand merci au professeur Jean-Pierre Chamou pour cette vidéo.
fraîches qu'aujourd'hui. Des prochaines réunions. En tout cas, si quelques personnes vous veulent des exemplaires du livre... Alors, le bouquin, je ne peux pas vous le vendre, mais si ça vous intéresse, j'ai apporté les prospectus, parce que dans le prospectus, il y a l'adresse du site de l'éditeur à Londres. Le bouquin vaut 9,90 €. Vous voyez, je suis déjà suicisé. Il vaut donc 9,90 € et nos étudiants, bon, j'ai fait 5 ou 6 séminaires et je leur ai demandé de le faire, ils l'achètent, ils le regardent et à ce moment-là on peut en parler, mais il faut l'acheter comme un e-book. Alors vous pouvez le mettre sur comment dit-on, la liseuse d'Amazon, là, le Kindle. Hein. Mais évidemment, c'est pas. Alors ça coûte un peu plus cher. Et puis, mais si vous voulez les feuilleter, je les ai apportés pour ça.